Imaginez un couloir, mais pas un simple couloir. Un couloir d'un lycée avec des casiers, disons 20 casiers, mais ça pourrait être aussi 100, voire même 128 256 casiers, peu importe. Maintenant, 20 étudiants un peu ennuyés décident de faire un jeu qui est le suivant. Le premier étudiant ouvre tous les casiers. Le second, lui, ferme le deuxième, quatrième, sixième, etc. Le troisième décide de changer les règles, il décide de changer l'état de chaque troisième casier, fermant ou ouvrant par les casiers qui passent, et ainsi de suite jusqu'au 20e. Mais une fois que les étudiants ont fini ce petit jeu, une question se pose. Combien de casiers restent ouverts? Faisons un exemple plus simple avec 6 casiers et 6 étudiants pour comprendre ce qui se passe. Le premier étudiant, il ouvre tout. Le second ferme le casier 2, 4, 6. Le troisième ferme le casier 3 et ouvre le 6. Le quatrième ouvre le 4. Le cinquième ferme le 5. Le sixième ferme le 6. On a comme résultat les casiers 1 et 4 qui restent ouverts, donc 2 casiers. Mais pourquoi ces casiers et pas d'autres? Pourquoi le 5 ne serait pas ouvert à la place du 4 par exemple? La question est simple pour un nombre de casiers petit, puisqu'il est possible d'en faire un tableau avec 0 signifiant fermé et 1 ouvert. Mais cette méthode, on voit vite qu'elle bloquera rapidement pour des cas plus grands comme 100 casiers ou même 128 256, notre cas de tout à l'heure. On voit bien que cette méthode est vite laborieuse, que ça sera vite long et même voire impossible de tous les faire. Alors, comment on pourrait généraliser? Avant de continuer sur l'analyse des casiers, j'aimerais parler de deux types de fonctions en mathématiques. Les fonctions paires et les fonctions impaires. On peut se dire que ça n'a rien à voir avec notre problème des casiers, pourtant ça va être un pas. Donc prenons deux fonctions classiques. f de x égale x carré et g de x égale x cube par exemple. Si on regarde pour un x égale 2, on obtient f de 2 égale 4 et g de 2 égale 8. Ce qui n'est pas très intéressant, vous allez me dire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est quand x est un nombre négatif. Disons x égale moins 3. On obtient alors que f de moins 3 est égal à 9, ce qui est encore positif, et g de moins 3 égale moins 27, qui est cette fois-ci négatif. On remarque donc une différence. F de x est pair, car f de moins x égale f de x, tandis que g de x est impair, car g de moins x égale gx. D'autres exemples seraient par exemple la fonction sinus et cosinus. Sinus est une fonction impaire, puisque sinus de moins x est égal à moins sinus x, et cosinus x est une fonction paire, puisque cosinus de moins x est égal à cosinus x. La particularité d'une fonction impaire est que le signe de x changera le signe de la valeur de la fonction, peu importe si x est positif ou négatif. Plus simplement, imaginez une porte qui s'ouvre et se ferme constamment. Si chaque fois que la porte est manipulée un nombre pair de fois, donc on fait ouvrir, fermer un nombre pair de fois, elle restera toujours fermée à la fin. C'est une propriété qui nous sera essentielle pour comprendre notre problème des casiers. Gardons donc cette idée en tête tout en revenant à notre question. Regardons par exemple le casier numéro 12. On peut se demander qui l'a manipulé. Il a été ouvert par le premier étudiant, fermé par le second, réouvert par le troisième, et ainsi de suite. Les étudiants qui ont donc interagi avec ce casier sont les étudiants 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Ce n'est pas un hasard, il s'agit des diviseurs de 12. Et d'ailleurs, il y en a combien? Il y en a 6, ce qui fait un nombre pair. C'est là où notre idée de fonction paire devient importante, puisque chaque fois que le nombre de fois qu'un casier est manipulé est pair, il se retrouvera fermé à la fin, comme notre principe de porte. Prenons le casier 6 par exemple. Il commence ouvert par l'étudiant 1, mais devient fermé à la fin puisqu'il était manipulé 4 fois, un nombre pair. La majorité des nombres ont effectivement cette propriété, d'avoir un nombre pair de diviseurs. Prenons le casier 10, il a les diviseurs 1, 2, 5 et 10, chacun apparaît avec un autre. 1 avec 10, 2 avec 5. En d'autres termes, chaque fois que vous trouvez un diviseur non monde D, il y aura toujours un autre diviseur D', tel que D fois D' est égal à un autre nombre A. Ce qui garantit un nombre pair de diviseurs, et par conséquent un casier fermé à la fin. Mais on peut encore se poser une question. Qu'en est-il alors pour les autres encore ouverts? Le casier 4 par exemple, que se passe-t-il? Eh bien on a vu qu'un nombre pair de diviseurs implique un casier fermé, n'est-ce pas? L'exception serait donc qu'un nombre impair de diviseurs implique un casier ouvert. Et cela n'arrive qu'à un certain type de nombre. Prenons le casier 9. Il a comme diviseur 1, 3 et 9, ce qui est impair, et donc un casier ouvert. Mais alors, quels nombres ont cette propriété? La réponse, les carrés parfaits. En effet, 9 est un carré parfait, puisque sa racine carrée est un entier naturel, ce qui donne un nombre impair de diviseurs. La solution au problème des casiers est donc maintenant plus simple, puisque seuls les casiers dont le numéro est un carré parfait resteront ouverts. Pour 20 casiers, les carrés parfaits sont 1, 4, 9 et 16. Donc il y aura 4 casiers ouverts.
Mais une seconde question se pose. Pour 128 256 casiers, comment savoir le dernier carré parfait à prendre? La réponse est qu'il suffit de trouver combien de carrés parfaits se trouvent dans l'intervalle, soit prendre la partie entière de la racine carrée de 128 256, qui est égale à 358, ce qui est bien le nombre de casiers restant ouverts pour ce nombre. Mais une question peut encore se poser avec cette solution. Comment peut-on être sûr de ne pas avoir oublié un carré parfait et que le résultat est bien 358 et non pas 359 par exemple? Pour cela, prenons l'inégalité suivante, où n est le nombre de casiers, donc un entier naturel, et a et b des entiers naturels consécutifs. Ainsi, a carré et b carré seront des carrés parfaits. Si l'on prend la racine carrée de chaque terme, on obtient l'autre inégalité qui dit que a est inférieur ou égal à racine de n inférieur à b. Cela signifie que la racine de n se situera toujours entre deux entiers consécutifs, assurant que la partie entière est égale à a, soit notre dernier carré parfait de l'intervalle, et donc le nombre de casiers ouverts. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce que cette solution est toujours valable si l'on prend un nombre d'étudiants différent du nombre de casiers? La réponse est évidemment que non. Si nous prenons 5 étudiants et 6 casiers, alors il y en aura 3 ouverts et non 2 comme notre formule l'indique. Mais qu'est-ce qui se passe alors? En fait, puisque nous avions 5 et non 6, le casier 6 qui a un nombre pair de diviseurs, normalement 1, 2, 3 et 6, se retrouve privé de l'étudiant 6 et n'a donc que 3 diviseurs, ce qui est un nombre impair. Et comme on a vu, un nombre de diviseurs impair implique un casier ouvert. Et ça va être comme ça pour chaque. Si on prend 6 casiers mais 3 étudiants, alors les multiples de 3 sont privés du diviseur 3, idem pour 4, 5 et 6. La généralisation ne marche donc que dans le cas où le nombre d'étudiants est égal au nombre de casiers. Tout cela nous mène vers de nouvelles questions. Comment cette idée de manipulation peut-elle se généraliser à d'autres problèmes mathématiques? Par exemple, si au lieu de manipuler des casiers, nous placions des lampadaires à intervalles réguliers sur une grille, qu'est-ce qui se passerait? Prenons un plan, de préférence orthonormé. Au moins, c'est clair, on sera sur la même unité tout le long. Et nous souhaitons maintenant y placer des lampadaires, de sorte que l'écart entre les lampadaires soit régulier, c'est-à-dire toujours le même. Par exemple, un écart de 2 donnerait ce pattern. Et etc. à l'infini. Seulement, deux questions se posent. Dans la réalité, nous n'avons pas de distance infinie, c'est le cas des avenues. Et on aimerait aussi savoir tous les écarts réguliers possibles. Prenons un exemple concret et disons dès la distance que nous fixons une distance pour placer nos lampadaires de 8 unités. Maintenant, un écart possible pour sa distance serait de 2 unités. Comme on l'a vu avant, lampadaire, écart, lampadaire, écart, lampadaire, écart, lampadaire. La question est, qu'est-ce qui fait que cet écart est possible? Une réponse intuitive serait de dire que 8 égale 2 fois 4, et que donc 2 est un écart possible. Seulement, si 2 est possible, alors 4 devrait l'être, non? Mais ce n'est pas le cas. Et aussi, si nous regardons pour un nombre premier, 5 par exemple, il ne devrait pas avoir d'écart possible, autre que 5 unités. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'une distance de 5 a comme écart possible 1 et 2. Alors pourquoi? Changeons de point de vue un moment. Imaginons maintenant un grand carré composé de 16 petits carrés. Plusieurs questions se posent ici. La plus simple, si l'on prend un seul carré de 1 par 1, combien de fois faut-il le répéter pour construire ce grand carré? Facile, il en faut 16. Mais maintenant, si l'on prend un ensemble de 2 par 2 carrés, combien de fois devons-nous le répéter pour reconstituer le grand carré? Il en faut 4, puisque 16 divisé par 4 est égal à 4. En d'autres termes, le grand carré peut être formé en utilisant ses diviseurs, 1, 2, 4, 8 et 16. Mais quel est le rapport avec notre problème de lampadaire? Eh bien, au lieu d'un grand carré, imaginons une simple ligne droite de carré. Ce que nous cherchons est comment découper cette ligne pour y placer des lampadaires à intervalles réguliers. Par exemple, prenons la distance de 8 unités et appliquons la méthode en prenant un ensemble de 1 par 2 carrés. Cet ensemble, on peut le faire 4 fois. Et je sais ce que vous allez vous dire. Pourquoi une ligne de 2 carrés marche pour une distance de 8 unités, mais pas 4 alors qu'il suffit d'appliquer 2 fois une ligne de 4 carrés pour en avoir 8? Mais regardons vraiment ce qui se passe. Que veut dire une ligne de 2 carrés dans le contexte des lampadaires? Est-ce que cela veut dire que ces 2 carrés sont les mêmes? Bien sûr que non. Sinon on aurait 2 lampadaires collés, ce qui n'a aucun intérêt. Non, ces 2 carrés représentent un espace vide et un espace avec lampadaire, et donc une alternance. Tandis que pour 4 carrés, on aurait 3 espaces vides et un lampadaire. Mais alors, quelle est la différence? Eh bien, tout se joue dans l'environnement. Quand on parle de la distance, il ne faut pas oublier que juste avant la première case, il y a déjà un lampadaire, et qu'à la fin, après la dernière case, il y a aussi un lampadaire. Ainsi, entre ces 2 lampadaires, il y a notre distance. 4 unités ne marcheront donc pas, puisqu'on aura un écart de 3, puis de 4, ce qui est déséquilibré. En fait, il faut prendre en compte le dernier lampadaire dans la distance, ce qui nous ajoute 1, et l'on regarde ses diviseurs.
Pour une distance de 7 unités, on obtient une distance de 8 unités. Les diviseurs de 8 étant 1, 2, 4 et 8. Mais il ne faut pas oublier que dans chacun de ces diviseurs se retrouve un pattern constitué de carrés vides et d'un carré pour le lampadaire. Par exemple, le diviseur 4 est constitué de 3 vides puis un lampadaire. Il faut donc soustraire 1 pour ne garder que le nombre de carrés vides. Ainsi, on peut faire l'écart de 3 unités, ajouter notre lampe et refaire l'écart de 3 unités. Cette solution est généralisable. Entre deux lampadaires, celui de départ et d'arrivée, la distance est donc la différence entre notre point B et notre point 1. Et enfin, il faut soustraire 1 à chacun de ces diviseurs. On peut décrire cet ensemble d'écarts réguliers possibles comme l'ensemble des écarts constitués des éléments n-1 tels que n divise d plus 1 où d est notre distance.